Bonjour Linda Kebab. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions et pour nous éclairer. Vous êtes policière, vous êtes secrétaire nationale du syndicat Unité. On revient évidemment sur ce drame hier. Justin, 15 ans, qui a poignardé 4 de ses camarades. Une lycéenne est morte. 3 autres sont blessés, dont un, au moment où l'on se parle, dans un état très grave. La violence des jeunes, les couteaux, la sécurité dans les collèges et les lycées, les questions de psychologie, de psychiatrie, la question même d'une forme de terrorisme large qui se revendique de très nombreuses radicalités. Tout cela, il y a dans ce drame d'hier et de très nombreuses réactions politiques auxquelles je voudrais aussi vous poser de nombreuses questions. D'abord, est-ce que l'on peut empêcher ce genre de drame, les couteaux, les jeunes, collèges et lycées? On a terriblement l'impression que ça revient régulièrement désormais dans l'actualité. Alors, si le risque zéro, je commence par ça, n'existe pas, on peut réduire en l'état actuel des choses en France. En France, on a 1 millier d'homicides par an. Un tiers qui sont imputables au couteau. 400, c'est énorme pour un pays développé comme le nôtre. Et on peut prendre d'exemple, et d'ailleurs j'ai entendu hier l'appel du Premier ministre de prendre de bonnes pratiques à l'étranger dans la lutte contre le port de couteau, mais également de son utilisation. Il y a des pays comme l'Écosse qui a, à travers notamment un programme de violence réduction unit, je crois de mémoire, mis en place en fait des politiques coercitives, mais également de l'interaction avec les professeurs, les éducateurs sociaux, pour faire baisser justement cette appétence que peuvent avoir les jeunes. Ça a marché, oui bien sûr, avec une réduction de près de 60% et du port et de l'utilisation du couteau, notamment entre les bandes. Donc ça peut marcher. Il y a d'autres pays, je pense notamment à l'Australie, qui, eux, ont une politique plutôt qui va impliquer les communautés et les familles. Clairement, ça c'est un vrai sujet en France. On a un problème, notamment avec la disparité culturelle, le fait que dans certains quartiers, eh bien malheureusement, le couteau est aussi symbole d'un statut. Et le fait d'avoir un couteau, c'est aussi banalisé. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il avait 2 couteaux, le jeune homme qui est passé à l'acte. Absolument. Il y a une banalisation du port de couteau en France. Alors le port d'un couteau, de manière très simple, c'est 1 an d'emprisonnement en France. Il y a des pays qui ont décidé d'alourdir cette sanction. Sauf que déjà en France, il n'y a pas d'emprisonnement pour un port de couteau. C'est-à-dire que ça, c'est théorique. C'est très théorique. Vous risquez, si vous vous promenez avec un couteau, 1 an d'emprisonnement. Mais ça n'est jamais appliqué. Ça n'est jamais appliqué. Il y a des pays qui ont décidé d'en faire une politique extrêmement dure et de mettre en application les peines d'emprisonnement. Et ça participe à faire fonctionner en tout cas la baisse du port de couteau et de son utilisation. Et puis il y a la deuxième chose, c'est cette banalité, cette banalisation du port du couteau. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est un statut avoir un couteau. C'est-à-dire que pour certaines personnes, le sentiment d'être plus fort. Et puis, disons les choses, pour certaines personnes, je pense notamment dans les rivalités entre bandes, le couteau c'est un moyen de protection. Lorsqu'on n'a plus confiance dans les institutions et dans la capacité des institutions à protéger, certains aussi portent un couteau. Et il n'est pas rare, et tout policier vous dira, j'ai déjà contrôlé des personnes qui, a priori, ne sont pas des personnes violentes, mais qui, dans leur voiture ou sur elles, ont un couteau et me disent, c'est pour me protéger ou me défendre d'une éventuelle attaque ou agression, parce que j'habite pas le bon quartier, parce que je rentre chez moi tard le soir, parce que certaines personnes ont, par exemple, envie de s'en prendre à moi, etc. Et donc, il y a un vrai sujet aussi social et sociétal. Donc, c'est la question de la répression, c'est la question de l'éducation, c'est la question de l'implication des familles, c'est la question de la justice. Encore une fois, là, on va faire du couteau une question, et dans ce drame, je veux dire, on est, notamment pour les parents, tous à même d'imaginer ce que vit cette famille qui vient de perdre cette jeune fille. On est à même aujourd'hui de se demander si le politique ne va pas faire encore du couteau une priorité nationale, parce qu'on enchaîne les priorités nationales dans notre pays sans jamais amener ni les moyens ni de véritables politiques propres. Même si quand on vous écoute, on se dit qu'au fond, il y a des choses possibles. On peut, effectivement, en tout cas, d'autres pays, vous nous le dites immédiatement, l'ont fait. Comme vous le dites, il y a beaucoup de choses dans ce drame. Je voudrais qu'on les prenne une par une, mais d'abord écoutez les propos immédiats du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est rendu sur place hier et pour qui ça n'est pas juste un fait divers, mais un fait de société. Écoutez. Ces lieux d'enseignement deviennent parfois des lieux d'ensauvagement, des lieux de mort. Je pense qu'au-delà des mesures qu'on peut prendre, qu'on doit prendre, qu'on a déjà pris, il y a une question beaucoup plus profonde qui concerne toute la société. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie, c'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence.
Est-ce que vous partagez, Linda Kebab, ce constat sur une société trop laxiste? Alors, ce que je partage, en tout cas, c'est le fait que ce ne sont plus des faits divers, mais des faits de société. C'est des choses, d'ailleurs, que je répète depuis de nombreux mois, voire années. Au risque d'être taxé de trop alarmiste, il y a un véritable sujet sur la question des violences, des atteintes aux personnes, en particulier avec armes, et notamment les couteaux, comme je vous l'ai dit en début de propos. La question du laxisme, aujourd'hui, sur cette affaire, en tout cas, elle se pose assez difficilement. De manière générale, il y a une question du laxisme, en tout cas, de l'insuffisance d'un point de vue judiciaire et pénal, vis-à-vis, je pense notamment aux violences entre bandes, mais ce qui ne concerne pas ce drame-là aujourd'hui. Le drame d'aujourd'hui, et je laisse aux gens plus intelligents que moi de dresser le profil psychiatrique de cette personne à quelques heures seulement de son interpellation. Moi, je n'ai pas la possibilité de dire ce qui a conduit à cet acte. Alors évidemment, on a tous eu connaissance de ce manifeste, qui pour moi, si je devais le catégoriser, puisque visiblement on met les personnes dans des cases, je dirais surtout survivaliste. Donc ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, ça c'est l'enquête qui le dira, mais en tout cas survivaliste. Une sorte de mélange, on entend le témoignage de ses camarades, il y a évidemment cet élément qui est ce manifeste, je rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas su, qu'il a juste avant de passer à l'acte envoyé un mail très confus, une sorte de grand manifeste comme vous dites, où il est à la fois fait état de la question du capitalisme, de la question de l'écocide, de la question d'une forme de totalitarisme, c'est extrêmement confus. Il y a aussi le témoignage de ses camarades, qui disent qu'il faisait référence à la fois au 11 septembre, au nazisme, au djihadisme. C'est une sorte, effectivement, de mélange de radicalité. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est aussi très représentatif de cette nouvelle génération qui est abreuvée d'un ensemble de courants idéologiques, notamment à travers les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cet apprentissage idéologique comme on pouvait le connaître traditionnellement, du fait des lectures bien orientées. Aujourd'hui, tout arrive sans tri aux jeunes, qui sont autant impactés par la question climatique que par la question nationaliste, par exemple. Et donc, tout est possible dans ce type de circonstances. Mais ce qui nous interpelle, ce sont aussi ces témoignages qui disent que c'était un jeune homme assez particulier, avec un profil psy assez inquiétant. Et évidemment, l'enquête va le dire, c'est quel était le niveau de communication au sein de la famille, quel a été le niveau d'inquiétude au sein de l'établissement scolaire, quelle a été la relation avec les institutions. Et j'en reviens à ce sujet qui, vous le savez, me touche particulièrement, puisque je pense que c'est un des leviers de notre société française, c'est la question psychiatrique en France. C'est la question de cet enfant pauvre de la médecine en France qui souffre d'un manque de suivi de tous les profils psy. Et on sait que chez les jeunes, c'est un véritable sujet post-confinement. Mais de manière générale, à chaque fois qu'il y a un drame, Madame de Malherbe, vous le savez, que ce soit un acte terroriste ou un fait divers dramatique, eh bien, on découvre qu'il y a une forme de déséquilibre psychiatrique, de troubles psychiatriques au minimum, parfois d'irresponsabilité pénale, ce qui n'est pas encore le cas de cette affaire. Et on apprend dans le même temps que la psychiatrie reste le parent pauvre de notre pays. Donc moi, je m'attache quand même à toutes ces figures politiques qui s'émeuvent à chaque drame, mais qui ne disent pas qu'on va rouvrir des lits en psychiatrie, qu'on va en même temps amener de l'éducation et de la sanction. Je pense qu'il ne suffit plus seulement de 2 jambes dans notre pays. Il faut vraiment qu'on avance à 4 jambes parce qu'on a accumulé énormément de... C'est quoi les 4? C'est la question de l'éducation et de la prévention, de l'implication des familles, de manière coercitive s'il le faut. C'est la question de la psychiatrie, c'est la question de la sanction, c'est la question de la répression, c'est la question de la coercition. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et je pense très sincèrement aujourd'hui qu'on est défaillant sur l'ensemble des spectres qui vont amener un individu de sa naissance à sa mort à devenir quelqu'un d'à peu près normal.